Qu'est-ce que tu vois sur cette photo ? Le 22 novembre 1963 marque un tournant brutal dans l'histoire des États-Unis. Un événement qui reste un des plus grands mystères de l'histoire des États-Unis, mêlant tragédie, zone d'ombre et théorie du complot. À son inauguration, Donald Trump a signé un décret pour déclassifier les dernières archives secrètes sur le de Kennedy. Il a demandé au ministère de la Justice et au directeur du Renseignement National de préparer un plan pour la publication complète des dossiers sur JFK dans les 15 jours qui viennent. Des gros dos se préparent, des gens attendaient ça depuis des dizaines d'années. Le KGB, les services secrets israéliens, ils seraient tous mêlés dans cette histoire. Mais attention, vous emballez pas trop vite, hein. Les experts préviennent déjà que le processus peut prendre beaucoup plus de temps que prévu, car il y a beaucoup de documents à examiner. Mais en tout cas, moi, j'ai un vrai scoop pour vous sur cette histoire. Accrochez-vous, parce qu'on repart direction le 22 novembre 1963 pour revivre cette journée où tout a changé. Imaginez l'ambiance. Un président charismatique, adulé par la foule, un cortège officiel qui traverse la ville, une journée ensoleillée qui semble parfaite, jusqu'à ce que tout bascule. Ce jour-là, dans la voiture présidentielle se trouvaient des agents de service secret, le chef de la sécurité du président, ainsi que Jackie Kennedy, la femme de JFK. À leur côté, le gouverneur du Texas, John Connally, et son épouse, Nellie. Selon le programme, le cortège devait rouler à une vitesse de 40 km/h et atteindre sa destination en 38 minutes. Mais Kennedy avait demandé de ralentir le rythme pour permettre aux gens de mieux le voir. En plus, il avait refusé les mesures de sécurité supplémentaires. Pas de gilet pare-balles, pas de garde postés sur les marchepieds de la voiture. En avançant sur Main Street, le cortège est entré dans le quartier d'Ile Plaza, puis a tourné à droite, sur Houston Street. À ce moment-là, Nellie Connally s'est tournée vers Kennedy en disant « Monsieur le Président, avouez que Dallas vous adore. » Ce à quoi Kennedy a répondu « Bien sûr ». Quelques instants plus tard, alors que la limousine passait devant le bâtiment du dépôt de livres scolaires, à 12h30, des coups de ft ont retenti. La première a atteint John Kennedy dans le dos, traversant son corps pour ressortir par le cou, blessant également John Connally qui était assis devant lui. Puis un deuxième, créant une blessure massive sur le côté droit de son crâne, de la taille d'un poing. Tout cela a été filmé, et bien évidemment, je ne peux pas vous le montrer sur YouTube, mais cette vidéo de Kennedy sera sur mon Telegram, alors abonnez-vous. Sur Dealey Plaza, c'était la panique totale. Les gens ont commencé à courir dans tous les sens. Certains se sont jetés au sol, terrifiés. Pendant ce chaos, le cortège présidentiel a accéléré à toute vitesse. En moins de 5 minutes, Kennedy a été transporté à l'hôpital, situé à 6 km de là. Le premier médecin a analysé Kennedy et a constaté que le président était encore vivant. Il a tenté de lui apporter les premiers soins. À 13h, son décès a été officiellement prononcé. Alors comment ça a pu arriver ? Et puis, était-ce vraiment imprévisible ? Sérieusement, pourquoi envoyer un président à bord d'un cabriolet au milieu d'une foule super dense ? Toutes ces questions continuent de hanter l'histoire. Lee Harvey Oswald. 1h20 plus tard, un suspect a été arrêté. Lee Harvey Oswald. Il a nié en bloc toute implication dans le D'ailleurs, j'ai parlé de Lee Harvey dans ma vidéo sur les agents KGB, mais Oswald n'aura jamais l'occasion de se défendre devant la justice. 2 jours plus tard, le 24 novembre, alors qu'il sortait du commissariat sous escorte de la police, il a été abattu en direct par Jack Ruby, propriétaire d'un nightclub. Ainsi, sa culpabilité n'a jamais été ni prouvée ni refutée. Le de Kennedy a donné naissance à des montagnes de théories du complot. Les images ont été visionnées des milliers de fois. Chacune des photos prises ce jour-là a été analysée dans les moindres détails. Et sur certaines d'entre elles, un personnage étrange attire l'attention. L'homme parapluie. Sur de nombreuses photos et même dans des vidéos, on peut voir cet étrange personnage. L'homme au parapluie. Il était l'un des témoins les plus proches de la scène. Alors forcément, des questions ont immédiatement surgi. Pourquoi un parapluie par un jour ensoleillé, sans la moindre goutte de pluie ? Et les interrogations se sont amplifiées lorsqu'on a découvert comment et quand il avait ouvert son parapluie. Au moment précis où la limousine de Kennedy passait devant lui, il a levé son parapluie bien haut au-dessus de sa tête et l'a ouvert. Puis il a fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Après les coups, alors que tout le monde paniquait, cet homme s'est tranquillement assis sur le trottoir, à côté d'un autre homme, comme si de rien n'était. Les premières hypothèses formulées par les chercheurs Thompson et Richard Sprague suggéraient que l'homme au parapluie agissait comme un signaleur. Aha! Aha! En levant, ouvrant et tournant son parapluie, il aurait donné un signal au tireur. Une autre théorie encore plus dingue a été avancée par Robert Cutler. Selon lui, le parapluie peut être une arme capable de tirer des fléchettes paralysantes pour neutraliser Kennedy et en faire une cible facile pour le Mais toutes ces spéculations ont pris une tournure inattendue en 1978, lorsque l'homme au parapluie
a fini par se manifester. En 1978, un certain Louis Steven Witt s'est présenté et a affirmé être cet homme mystérieux. Né en 1924 et employé dans une compagnie d'assurance, il a témoigné devant une commission spéciale de la Chambre des représentants. Lors de son audition, il a même apporté ce fameux parapluie et a expliqué son geste. Selon lui, sa présence ce jour-là n'avait rien à voir avec un complot. Il voulait en réalité exprimer une critique envers la famille Kennedy pour sa position NZ, enfin main sur le cœur, vous m'avez compris, avant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, les Kennedy soutenaient les NZ. Ils soutenaient la politique d'apaisement menée par le premier ministre britannique, Neville Chamberlain, connu pour toujours apparaître en public avec un parapluie. Le geste de Witt était donc une sorte de provocation symbolique, un clin d'œil politique que, selon lui, si Kennedy l'avait vu, ça l'aurait touché, et il l'aurait compris. Witt lui-même a résumé sa situation avec beaucoup d'autodérision. Si le Guinness Book des records avait une catégorie pour les gens qui ont eu le plus de malchance de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, en train de faire la mauvaise chose, j'aurais décroché la première place haut la main. Bien sûr, pour les adeptes des théories du complot, cette explication n'a rien changé. Alors, croire ou non à la version de Witt, c'est à vous de décider. Depuis plus d'un siècle, les gens capturent des phénomènes incroyables depuis l'objectif de l'appareil photo. Parfois, les photographes eux-mêmes ne réalisent même pas l'importance ou l'horreur de l'instant qu'ils viennent de capturer. Imagine si la dernière photo de ton téléphone, là, tout de suite, là, c'était la seule photo qui restait de toi. Et tous les gens se feraient une idée de toi qu'avec cette photo. Alors, dis-moi dans les commentaires, c'est quoi la dernière photo que t'as prise avec ton téléphone? Moi, c'est ça. Alors dites-moi, mes Yagadou, êtes-vous prêts à découvrir les histoires terrifiantes cachées derrière des photos complètement dingues? Alors, c'est parti! Prisonnière de sa mère. Alors, l'histoire qui suit est une des plus sombres de l'histoire française. Elle mêle amour, contrôle familial et une tragédie humaine presque inimaginable. Blanche Monnier, née le 1er mars 1849, faisait partie d'une vieille famille aristocratique de la ville de Poitiers. Avec son frère Marcel, elle était l'héritière d'une immense fortune familiale. Blanche était une femme d'une beauté exceptionnelle. De longs cheveux bruns, de grands yeux captivants et un tempérament doux qui attirait de nombreux prétendants. Pourtant, sa mère, Louise Monnier, n'avait qu'un seul objectif, la marier à un homme riche pour préserver l'héritage familial. Mais à l'âge de 25 ans, Blanche tombe éperdument amoureuse d'un avocat, plus âgé et surtout beaucoup plus pauvre. Ce choix déplaît fortement à sa maman, qui considère cet homme indigne de leur rang. Malgré les interdictions de sa mère, Blanche se fiance avec lui. Et quelques jours plus tard, elle disparaît mystérieusement. La mère de Blanche déclare sa disparition à la police le 1er mars 1875. Bien que certains supposent qu'elle a fui avec son amant, ce dernier reste en ville. Et lui-même, lorsqu'il est interrogé, il est très surpris par sa disparition. Il n'était au courant de rien. Alors ses recherches prennent du temps. Les jours deviennent des mois, puis des années et sans aucune piste. L'affaire est peu à peu oubliée. Mais en mai 1901, tout bascule. Un procureur parisien reçoit une lettre anonyme, dénonçant une terrible vérité. Une vieille fille est retenue captive depuis 25 ans dans la maison des Monnier, dans des conditions inhumaines. La police se rend immédiatement sur place. Louise Monnier refuse de les laisser entrer, ce qui ne fait qu'attiser les soupçons. Après l'obtention d'un mandat, les forces de l'ordre pénètrent dans la maison et font une découverte qui choque toute la France. Dans une pièce fermée, ils découvrent Blanche, âgée désormais de 52 ans. Elle est allongée, nue, sur un vieux matelas infesté de rats et d'insectes, entourée d'immondicité et d'un air irrespirable. Elle n'a pas vu la lumière du jour depuis 25 ans. Sa mère l'avait enfermée là en 1875 pour la forcer à renforcer à son amour. Mais Blanche n'a jamais cédé. Les détails sont atroces. Elle était nourrie avec les restes de la table, vivait dans la crasse et n'avait aucun contact avec le monde extérieur, à part sa mère, son frère et quelques domestiques. L'homme qu'elle aimait est mort 9 ans avant sa libération, sans jamais savoir ce qu'elle était devenue. Louise et Marcel Monnier sont arrêtés, mais Louise meurt d'une crise cardiaque seulement 15 jours après le début de l'enquête. Blanche, quant à elle, ne s'est jamais remise de cette captivité. Elle a passé les 12 dernières années de sa vie dans un hôpital psychiatrique, avant de s'éteindre en 1913 à l'âge de 64 ans. Cette photo, montrant Blanche après sa libération, reste un témoignage glaçant d'une tragédie où l'amour et la liberté ont été sacrifiés. Ça, c'est le pire des contrôles parentaux. Oh, vraiment une histoire qui me glace. Passons à un truc un peu plus cool. Des gens connus. En 1977, à Albuquerque, la police arrête une voiture pour un simple contrôle de routine. Au volant, un jeune homme visiblement éméché
et sans permis sur lui. Le ton monte rapidement, il commence à s'énerver contre la police et faire des histoires. Il est arrêté et conduit au poste. Une fois sur place, les agents découvrent que ce n'est pas sa première infraction. Comme le veut la procédure, une photo est prise. Et cette photo va devenir célèbre bien des années plus tard. Pourquoi ? Parce que ce jeune homme turbulent, c'était Bill Gates, le futur fondateur de Microsoft et l'un des hommes les plus riches au monde. Et sur cette photo, on peut voir un groupe de touristes suédois posant avec des habitants locaux dans la ville de Falun, en Suède. Ce cliché semble tout à fait ordinaire, si ce n'est qu'un détail qui, avec le recul, donne des frissons. Parmi ces personnes, on trouve plusieurs membres d'une même famille, et ils ont tous le même nom de famille. Ben Laden est ce jeune garçon de 16 ans, au visage innocent, et il deviendra des décennies plus tard l'un des terres-terres les plus recherchés au monde. Oussama Ben Laden. Voyageur dans le temps. Et maintenant, place à une des photos les plus mystérieuses et étranges de l'histoire. Pendant longtemps, une image fascinante a été conservée dans le musée Barralhorn Pioneer au Canada. Elle est très rapidement devenue super virale, reprise sur tous les réseaux sociaux et tous les forums. Sur cette photo, prise lors de l'inauguration d'un pont de 1941, on voit une foule rassemblée. Mais parmi ces gens, une silhouette attire immédiatement l'attention. Un jeune homme qui se démarque complètement du reste du groupe. Alors que tout le monde porte des costumes classiques de l'époque, lui affiche un look qui semble tout droit sorti de notre siècle. Lunettes de soleil futuristes, un pull avec un imprimé moderne et surtout ce qui ressemble à une caméra ou un téléphone portable. Il n'en fallait pas plus pour que des théoriciens du complot se déchaînent. Pour eux, cet homme est un voyageur dans le temps, une personne venue du futur accidentellement capturé sur cette photo. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de tomber sur cette photo avec des commentaires disant « C'est sûr que c'est un voyageur dans le temps, mais pourquoi il est habillé comme ça en 1941 ?» Mais qu'en est-il vraiment ? En réalité, tout ce que porte cet homme peut être expliqué. Le pull moderne est en fait un t-shirt de fans de l'équipe de hockey de Montréal, un design qui existait bel et bien à cette époque. Les lunettes de soleil, ce modèle était utilisé par les explorateurs polaires et était même assez populaire chez le grand public. Et quant à la caméra futuriste, en fait, il s'agit d'un appareil photo Kodak, sorti en 1925. Donc, malheureusement non. Pas de voyage dans le temps jusqu'ici. Juste une tenue originale pour l'époque. Les gens vont toujours continuer à y voir une preuve de l'impossible. Après tout, qui n'aime pas un peu de mystère ? La photo de famille. Et maintenant, plongeons-nous dans l'histoire terrifiante derrière cette photo. En 1918, la famille Lawson, une grande famille de fermiers, s'installe en Caroline du Nord pour travailler dans une plantation de tabac. Le père, Charles Lawson, sa femme, Fanny, et leurs 8 enfants. En 1927, la famille parvient à économiser suffisamment pour acheter leur propre ferme. Puis, à l'approche de Noël 1929, Charles prend une décision inhabituelle pour l'époque. Il emmène toute sa famille en ville pour une sortie de Noël, achetant de nouveaux vêtements et organisant une séance photo familiale. À cette époque-là, faire une telle démarche, déjà c'était très coûteux et puis c'était surtout très inhabituel. Surtout pour une famille de fermiers. Mais cette journée en ville s'avérera être une des dernières qui passeront ensemble. Le jour de Noël, le 25 décembre 1929, Charles Lawson commet l'impensable. Il un par un tous les membres de sa famille, à l'exception de son fils aîné, Arthur, âgé de 16 ans, parce qu'un peu avant de passer à l'acte, il avait envoyé Arthur chez les voisins. Les raisons derrière cet acte horrible restent un mystère. Certains disent que Charles souffrait d'un traumatisme crânien, d'autres disent que la vie familiale cachait des tensions insurmontables. Mais tous s'accordent sur une seule chose. Au moment où Charles Lawson a pris cette photo de famille, il savait déjà comment cette histoire allait se terminer. Escalier Haïku. L'histoire de l'escalier Haïku, aussi connu sous le nom de escalier vers le paradis, c'est aussi fascinant que troublant. Installé dans les montagnes hawaïennes par l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, cet escalier est rapidement devenu un lieu mythique pour les randonneurs et les amateurs de sensations fortes. Il faut compter environ 8 heures pour parcourir toute sa longueur. Mais en 2007, l'accès a été interdit en raison des dangers liés au mauvais état des marches et des rampes. Bien sûr, malgré ça, de nombreux aventuriers continuaient de s'y faufiler. C'est exactement ce qu'a fait Daylen Pua, un Américain de 18 ans. En février 2015, alors qu'il rendait visite à sa grand-mère à Hawaï, il a décidé de s'attaquer à cette célèbre randonnée. Le 25 février, il a posté une photo de l'escalier sur Facebook, écrivant qu'il s'apprêtait à entreprendre cette aventure folle, demandant à ses amis de lui souhaiter bonne chance. C'est sûr qu'il en avait besoin. Le lendemain matin, il publie un dernier message sur sa page. Ce sera sa dernière trace. Daylen atteint bel et bien l'escalier Haïku, et on voit même des photos assez proches. Mais après ça, plus rien. Le soir du 26 février, sa famille,
inquiète de ne pas avoir de nouvelles, contacte la police. Une opération de recherche massive est alors lancée. Des sauveteurs, des volontaires, des drones, même un hélicoptère de la marine américaine fouillent la zone. Pourtant, aucune trace de Dylan ni de ses affaires. En étudiant les photos qu'il avait envoyées depuis l'escalier, les enquêteurs remarquent quelque chose de troublant sur l'un des clichés. On y voit ce qui ressemble étrangement à une silhouette humaine, cachée ou alors se déplaçant à travers les buissons. Était-ce quelqu'un qui le suivait? Juste une coïncidence? Ou simplement un jeu d'ombre? Personne ne le sait. Dylan Pua n'a jamais été retrouvé. Ce qui lui est arrivé reste un mystère total. Météorite dans la cuisse. Sur la prochaine photo, on voit Anne Hodge avec un énorme hématome sur le corps, que l'on pourrait presque qualifier de brûlure. Et pourquoi? Parce qu'elle détient un record unique dans son genre. Elle est la seule personne connue à ce jour à avoir été frappée par une météorite. Oui, un vrai caillou de l'espace. Le 30 novembre 1954, Anne dormait tranquillement sur son canapé chez elle, et c'est là qu'une météorite, après avoir traversé le toit de sa maison, rebondit sur son poste radio, a terminé sa course directement sur le haut de sa cuisse et son bras. Franchement, imaginez juste un peu la probabilité de cet événement. Ce morceau de roche qui a traversé l'espace pendant des millions, voire des milliards d'années, pour finir sur un cuisseau. Et même pas sur celui de Jennifer Lopez. Heureusement, Anne a survécu à l'impact. Mais son histoire reste l'une des plus improbables et fascinantes. Vraiment un pas de chance cosmique. Message au rouge à lèvres. Alors cette photo a fait le tour des médias américains. En décembre 1945, sur un mur, écrit avec du rouge à lèvres, un message glaçant. Pour l'amour du ciel, attrapez-moi avant que je à nouveau. Je ne peux pas me contrôler. Tout commence lorsque la police entre dans l'appartement de Frances Brown, une américaine de 32 ans. C'est la femme de ménage qui les alerte. La porte était ouverte et de la musique jouait à plein volume. À l'intérieur, ils découvrent la femme avec un couteau dans le dos et le fameux message écrit sur le mur. Le suspect, un adolescent de 17 ans, William George Ahrens, qui deviendra tristement connu sous le nom de Lipstick Killer, à cause de ce message au rouge à lèvres. Il a avoué avoir commis 3 fut. Le 26 juin 1946, il est arrêté et condamné à la prison à vie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois en prison, William revient sur ses aveux et affirme que la police l'a forcé à les faire. Selon lui, ils auraient utilisé des méthodes brutales. Privation de nourriture, interdiction de voir ses parents, et même l'administration de substances chimiques pour le manipuler. Et seulement sous pression, finalement, il aurait avoué. Aujourd'hui, beaucoup de criminologues pensent que William n'était pas le vrai coupable, et que le véritable auteur des crimes n'a jamais été arrêté. William est décédé en prison, en 2012, à l'âge de 83 ans. Quant à la fameuse note au rouge à lèvres, personne ne sait encore qui l'a écrite réellement. Une énigme qui reste à ce jour non résolue. Désolé si j'ai un peu des problèmes d'articulation pour cette vidéo, parce que je viens de me faire retirer ma dent de sagesse. Ouais, c'est un peu dégueulasse. Dernière photo de leur vie. Et maintenant, parlons de ces photos qui ont tragiquement immortalisé les derniers instants de la vie de ces personnes. Politique philippin. Le 1er janvier 2011, Reynaldo Daxa, un homme politique philippin, profitait d'un moment paisible au restaurant avec sa famille. La journée était parfaite. Alors, il a décidé de prendre une photo souvenir pour se rappeler de cet instant magnifique. Mais sur ce cliché, une scène inattendue. À l'arrière-plan, un homme apparaît, une fut dans la main, prêt à tirer. Quelques instants après, la atteint Reynaldo à la tête. Ironie du sort, c'est que c'est cette photo qui a permis à la police d'identifier et d'attraper le un moment de bonheur qui s'est transformé en tragédie. Le sous-marin. Le 10 août 2017, Kim Wall, une journaliste suédoise, monte à bord du sous-marin artisanal Nautilus. Elle avait pour objectif d'interviewer son propriétaire, l'entrepreneur danois Peter Madsen. C'est à ce moment-là qu'a été prise la dernière photo de Kim, souriante, prête à embarquer. Pendant l'interview, elle envoyait régulièrement des messages à son compagnon pour le rassurer, lui disant que tout se passait très bien. Mais peu après minuit, les messages se sont arrêtés. Inquiet, son compagnon a signalé sa disparition à la police. À 10h14, le sous-marin Nautilus a été repéré dans la baie de Koj. Une communication radio est établie avec Madsen, qui affirme avoir eu des problèmes techniques, mais assure que tout est sous contrôle. À 11h, le sous-marin coule. Madsen est secouru par un bateau privé, mais Kim Wall est introuvable. Le 12 août, le Nautilus est récupéré et ramené au port de Copenhague. Les experts concluent rapidement que le naufrage a été provoqué volontairement. Ce même jour, Peter Madsen a été arrêté. Quelques jours plus tard, il avoue avoir jeté le corps de Kim à la mer et l'avoir attaché avec du métal lourd pour pas qu'il remonte à la surface. L'enquête révélera l'horreur. Sur l'ordinateur de Madsen, des photos de torture et de femmes sont retrouvées. Le 25 avril 2018,
Il est condamné à la prison à perpétuité. Son sous-marin était une machine pour des femmes. Et ce cliché pris au moment où Kim montait à bord du sous-marin est devenu l'un des témoignages les plus glaçants de cette tragédie. Un sourire immortalisé juste avant l'impensable. Face au tigre, en septembre 2014, au zoo national de Delhi en Inde, les visiteurs assistent à une scène terrifiante. Un homme descend volontairement dans l'enclos d'un tigre. En quelques secondes, un visiteur prend cette photo, immortalisant les derniers instants de l'homme, juste avant que le tigre ne l'attaque. Pendant 15 longues minutes, l'animal s'acharne sur lui, sous les regards horrifiés des témoins. Certains essayent de faire fuir le tigre en lui lançant des pierres, mais rien n'y fait. L'homme succombe à ses blessures. Et par la suite seulement, on apprendra qu'il souffrait de troubles mentaux. Le coup d'orage. Sur cette photo prise en 1975, on voit les frères Michael et Sean McKilken, immortalisés par leur sœur Marie. L'image a été capturée au sommet du Morro Rock, une falaise emblématique située dans le parc national de Sequoia en Californie. Les deux frères posent souriants, insouciants, sans se douter de ce qui va suivre. Et à peine 2 secondes après ce cliché, un éclair frappe la falaise. Sean, à gauche, n'y survivra pas, tandis que Michael à droite s'en sortira avec des graves blessures. Ce qui rend cette photo encore plus troublante, c'est que leurs cheveux dressés sur la tête témoignent d'une charge électrique déjà présente dans l'air au moment de la prise. Donc ça s'est passé vraiment à 1 milliseconde. Pas trop cliché cette vidéo, ça va ? Balancez-moi un maximum de likes mes yagadous. N'hésitez pas à balancer des super 5, ça fait toujours plaisir. Moi je vous fais à tous des méga yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver vraiment mais très bientôt.